Mathieu, c'était un bonheur de vous retrouver dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion, émission de débat sur Beyond Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public, qui agitent le débat politique. Des passeports invalidés avant leur échéance, surprise générale, tollé général. Le gouvernement évoque des considérations sécuritaires. Un député UNC a déposé une question orale avec débat à l'Assemblée nationale et un autre a saisi la Cour suprême de justice. Mise en place des élections, le calendrier toujours attendu, controverse de ce que dit l'accord de la Saint-Sylvestre sur l'échéance des élections justement, et on évoquera sans doute ce forum de Kananga et ce qui s'est passé à Kamanyola la semaine dernière. Je suis avec Noël Chani Moadien Vita. Comme son nom l'indique, il est né en Gandajika, dans le Kasaï oriental. C'est un ancien représentant de la Banque mondiale au Tchad, fonctionnaire de la Banque mondiale à Washington, docteur en sciences économiques, président de la Force du changement. C'est une plateforme d'opposition. Il est candidat à président de la République. Il avait annoncé officiellement sa candidature il y a une année tout juste. Noël Chani, bonsoir. Bonsoir. Que faut-il ajouter à ce CV? Je pense que vous avez tout dit. Il faudrait juste clarifier, spécifier que je suis congolais 100% et que je suis venu en République démocratique du Congo avec beaucoup de joie pour retrouver donc les miens. Vous vivez et vous travaillez à Washington. Vous êtes à Kinshasa en vacances ou en mission? Je suis venu en vacances pour des raisons personnelles parce que d'abord il fallait que je puisse m'enrôler au niveau de la CENI pour avoir la carte d'électeur, mais également rendre visite donc aux membres de la famille et aussi être en contact avec la population congolaise. Vous savez, quand on est candidat à la présidence, il faut bien garder des contacts avec la base. Alors, parlant de la base, j'ai une question sur ça. Un peu plus tard, pendant que vous êtes ici, il y a des opposants aux États-Unis en plein lobbying, en plein plaidoyer afin d'obtenir le départ du président Kabila. Est-ce que vous en avez rencontré quelques-uns avant de venir au pays? Vous savez, je parle de Félix Tshisekedi qui se trouve là-bas, Jean-Marc Kabou, de Moïse Katumbi et peut-être aussi Sindika Dokolo. Non, vous savez que moi j'habite aux États-Unis et eux ils n'habitent pas aux États-Unis. Quand je suis aux États-Unis, je fais le lobbying que eux ils ne font pas. Donc c'est tout à fait normal que quand ils sont là-bas, que je sois aussi sur le terrain. Comme ça, nous coordonnons nos affaires. J'avais rencontré tout récemment le secrétaire général de l'UDPS, pas cette fois-ci, mais quand il était venu aux États-Unis il y a 2-3 mois. On avait échangé, j'étais bien au courant de ce qu'eux ils faisaient au niveau du pays, au niveau donc du rassemblement, au niveau de l'opposition. Donc il y a une coordination tout à fait étroite entre moi qui suis aux États-Unis, qui vis aux États-Unis et eux qui sont sur le terrain. Par conséquent, politiquement, vous êtes avec eux? Politiquement, je fais partie de l'opposition. Bien que me situant au centre, je fais partie de l'opposition, mais ma vision est que nous devons rassembler tous les Congolais. Actuellement, la préoccupation que tout le monde donc a en République démocratique du Congo, c'est que nous puissions obtenir un transfert pacifique de pouvoir. Donc de ce point de vue-là, nous tous, nous partageons donc l'idée qu'il faut que la Constitution soit respectée parce qu'elle a été violée et qu'on a eu donc l'accord de la CENCO qui a été mise en place ou qui a été signé à la fin de l'année 2016 et qui appelle l'organisation des élections au plus tard donc en décembre 2017. Donc nous faisons tout pour que cet accord donc soit au moins respecté donc dans les grands termes parce qu'il a déjà été violé étant donné que les désignations donc de certains membres des animateurs donc du gouvernement n'avaient pas suivi ce qui était convenu. Ben, quand on regarde votre parcours, on se dit qu'au bout du compte, vous êtes politiquement avec tout le monde. À l'époque, vous aviez eu un deal avec M. Laurent-Désiré Kabila. Vous étiez avec lui? Non, je n'avais pas de deal avec M. Laurent-Désiré Kabila. Quand il est arrivé au pouvoir, il m'avait appelé. Et à l'époque, il avait l'idée de pouvoir me nommer gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il m'avait demandé de venir spécifiquement ici. Et ayant obtenu donc l'autorisation de mon employeur, donc la Banque mondiale, j'étais venu, il m'avait demandé d'aider à préparer la réforme monétaire pour qu'on puisse remplacer le Zaïre monnaie qui était discrédité par une nouvelle monnaie. J'avais co-présidé la commission de réforme de la monnaie qui avait conçu le franc congolais. Et une fois qu'on a terminé la conception donc, de la monnaie, nous ne nous sommes pas entendus sur un certain nombre donc, de choses, notamment, j'ai réclamé l'indépendance totale de la Banque centrale. Lui, il voyait les choses différemment. Il insistait pour que tous les matins,
le gouverneur de la Banque centrale donc, aille discuter avec lui comment il fallait utiliser les réserves de la Banque centrale. Je lui avais dit que ça ne marche pas comme ça. Et je l'avais prédit à l'époque que la Banque centrale allait échouer, que la monnaie qu'on allait introduire allait perdre toute sa valeur. Aujourd'hui, plusieurs années après, je réalise que j'avais raison. Parce que le franc congolais qu'on avait introduit en juin 1998, au taux de 1 franc congolais égal à 72 cents d'un dollar. Aujourd'hui, 1 franc congolais équivaut à 0 cents d'un dollar. Donc la monnaie a perdu toute sa valeur. Ma prédiction s'est malheureusement réalisée. Alors, ce deal n'a pas abouti puisque vous n'aviez pas été nommé gouverneur de la Banque centrale et frustré, vous êtes reparti aux États-Unis et revenu en opposant. Non, pas du tout. J'ai dit bien que le deal n'avait pas abouti ou bien les discussions n'avaient pas abouti parce que j'avais spécifiquement réclamé un certain nombre de choses, notamment l'indépendance de la Banque centrale. La deuxième chose que j'avais réclamée lorsque j'ai parlé avec le président de la République à l'époque, était qu'il ne fallait pas qu'il mette son effigie ou bien sa photo sur les billets de banque. Il avait accepté cette décision-là, cette proposition-là. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui le franc congolais qui n'a pas l'effigie du président de la République sur les billets de banque. La deuxième chose que j'avais réclamée, c'était qu'on puisse changer le conseil d'administration de la Banque centrale qui était composé donc de 12 membres, dont 7 ministres. À l'époque, il y avait des ministres comme Mampanga, Pierre-Victor Mpoyo, Badimani Moulumba, j'oublie donc les autres noms, Thomas Kanza, qui étaient tous membres du conseil d'administration de la banque. J'avais expliqué au président de la République à l'époque que cela était contraire à l'esprit de l'indépendance de la Banque centrale tel que ça se fait à travers le monde. Il avait accepté au moins cette recommandation en écartant de la Banque centrale tous les membres du gouvernement et en réduisant d'ailleurs le nombre de 12 à 7, de façon à pouvoir éliminer tous les membres du gouvernement et avoir un conseil d'administration qui était composé de gens techniques. Malheureusement, la notion de dépendance n'a pas été respectée parce qu'il y a des interférences continues de la part du gouvernement dans la gestion de la banque et même les nominations donc, de certains membres du gouvernement, de certains membres donc, du conseil d'administration de la banque n'avaient pas suivi les règles d'orthodoxie financière que moi j'avais recommandées. Et il y a deux ans, ou peut-être moins, ou plus, vous êtes allé à La Haye pour visiter Jean-Pierre Bemba à la prison. Effectivement, j'ai été à La Haye, j'avais rencontré le sénateur Jean-Pierre Bemba, un compatriote, qui s'est trouvé dans une situation difficile. À l'époque, les procédures judiciaires contre lui étaient encore en cours. La décision n'était pas encore été prise. J'étais allé le consoler en tant que Congolais pour m'assurer que, je puisse entendre son point de vue, mais surtout m'assurer qu'il était donc en bonne santé et je l'avais trouvé en super forme. Ce n'était pas pour tenter de conclure une alliance avec le MLC? Bon, ça c'est des choses qui ne se discutent pas ici. Si j'avais une alliance avec le MLC l'aurait annoncé publiquement. À ce jour, il n'y a aucune alliance qui a été conclue. Si le MLC avait à avoir une alliance avec moi, je pense que ce ne serait pas donc un secret, c'est quelque chose qui serait dans le domaine du public. Vous avez déjà rencontré le président Kabila? J'ai déjà rencontré le président Kabila plusieurs fois. Je le connais d'ailleurs avant qu'il ne soit président de la République, pendant que son père était au pouvoir. Je l'ai rencontré plusieurs fois et on s'est vu plusieurs fois, on a discuté plusieurs fois, on a échangé avec lui sur la situation du pays avant qu'il ne soit président de la République et pendant qu'il est président de la République. Et vous aviez parlé de votre candidature à la présidence? Non, je n'ai jamais discuté avec lui de la candidature à la présidence. Et je n'irai pas lui demander son avis en ce qui concerne la candidature de la présidence parce que c'est une décision purement et simplement personnelle. Vous répondez quoi à ceux qui disent que c'est une candidature de marchandage à la veille de l'élection? Quelqu'un vous demande de vous retirer en échange de la Banque centrale, par exemple? Je pense que les gens qui disent des choses, les gens qui disent des choses comme ça ne connaissent pas Noël Tchani. Cette personne que vous voyez devant vous, c'est une personne déterminée et je ne prends aucune décision au hasard. Je me suis préparé suffisamment pour être un candidat viable aux élections présidentielles. Et j'entre dans cette course avec l'idée que je vais gagner et je vais occuper le palais de la nation. Je vais mobiliser le peuple congolais. Je vais mobiliser toutes les énergies pour transformer fondamentalement ce pays. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas une candidature de marchandage. Si c'était une candidature de marchandage, je me serais réveillé le matin et puis dire que je suis candidat et puis ça s'arrête là. J'ai préparé une vision de développement qui a pris pratiquement 10 ans à être mise en œuvre, à être mise sur papier. J'ai publié un livre qui s'appelle La force du changement, bâtir un pays plus beau qu'avant, qui est préfacé d'ailleurs par l'ancien président du Sénégal, M. Abdoul Diouf. Dans ce livre, Abdoul Diouf donc dit clairement ce que j'ai fait pour d'autres pays, notamment son pays.
Et je pense que si je mets en œuvre la vision de développement qui s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, nous allons fondamentalement transformer ce pays. Et je voudrais souligner aussi une chose. Je suis un spécialiste du développement, quelqu'un qui a travaillé dans le développement depuis pratiquement 25 ans. Avant le développement donc à la Banque mondiale où j'évolue actuellement, j'ai dû travailler dans les banques commerciales, les banques d'investissement à New York. J'ai une expérience d'avoir travaillé sur 85 pays. Je suis docteur en sciences économiques. Ce pays n'a jamais été dirigé par un leader de cette trempe-là. Je pense que si je viens aujourd'hui, je vais fondamentalement transformer la République démocratique du Congo. Il y a d'autres qui ont un profil comme vous, vous n'avez pas le monopole. On a Freddy Matungulu, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Quoique lui aussi, c'est comme une sorte de mythe. Je vais vous dire une chose. Il y a une particularité en ce qui concerne Noël Tchani. Et cette particularité, c'est celle-ci. Je n'ai jamais travaillé pour un gouvernement en République démocratique du Congo. Je n'ai jamais été corrompu. Et il y a aussi une chose particulière. Je suis spécialiste du développement. Il n'y a qu'une institution dans le monde aujourd'hui, à part la Banque africaine de développement, mais qui couvre donc le développement africain. Il n'y a que la Banque mondiale qui est une institution de développement. Je suis spécialiste du développement, avoir travaillé là-bas pendant 25 ans. C'est une spécialisation qu'on ne trouve pas donc dans la rue ici. Donc je pense que j'apporte un avantage comparatif par rapport à quiconque dans cette course pour la présidence de la République démocratique du Congo. C'est vrai que vous avez l'expertise, la Banque mondiale, etc. Vous nous sortez ça au détour de chaque phrase. Mais il y a une sorte de petite phrase qui revient quasiment sur toutes les lèvres. Quel pays la Banque mondiale a-t-elle déjà développé? Vous posez une question excellente. Et je vais vous répondre non seulement les pays que la Banque mondiale a aidé à se développer, mais je voudrais vous donner l'exemple des pays où moi j'ai travaillé particulièrement et nous avons eu un impact considérable. Le Sénégal, c'est un pays très pauvre qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles. Mais quand vous allez au Sénégal, vous trouvez que les Sénégalais vivent mieux que les Congolais. Ils sont classés quand on utilise le PIB par habitant, ils sont classés beaucoup mieux que la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que non seulement qu'ils ont un bon leadership, ils ont des systèmes de gouvernance meilleurs que ça, mais ils bénéficient aussi des soutiens de la Banque mondiale, mais également de la communauté internationale. Deuxième exemple que je voudrais donc citer, où j'ai eu un impact très visible, ce sont les îles du Cap-Vert, un petit pays en Afrique de l'Ouest, un pays pauvre qui n'a pas de ressources naturelles. Mais quand j'ai commencé à travailler sur le Cap-Vert, le PIB par habitant était de $170, $170 comme on dit ici. 20 ans plus tard, le PIB par habitant a été multiplié par 26. Ils sont à $4 500. C'est-à-dire qu'un petit pays sans ressources naturelles a une population qui vit beaucoup mieux que la population congolaise où nous avons toutes les ressources naturelles. C'est-à-dire que ce pays-là qui est passé du groupe de pays à revenus faibles pour devenir pays à revenus intermédiaires l'a fait avec l'assistance de celui qui est devant vous et surtout de l'institution pour laquelle je travaille, la Banque mondiale. D'après vous, chez nous, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas ici pour plusieurs raisons. D'abord, le pays a été mal géré. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, je vous donne déjà l'exemple, nous avons eu 4 chefs d'État. Aucun d'eux n'avait terminé l'université. On s'attendait à quoi? On s'attendait à ce qu'il y ait des miracles et que soudainement, qu'on puisse avoir donc un leadership qui réponde aux défis de développement pour des gens qui n'étaient pas préparés. C'est le premier indicateur. La deuxième chose, la corruption dans ce pays, le système de gouvernance. La corruption, elle est endémique. Vous savez aujourd'hui que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. Tout le monde le sait, ça a été décrié non seulement au Congo, mais également sur le plan international. Nous n'avons pas réussi à changer la gouvernance. Troisième chose, le Congo a manqué de vision. J'ai élaboré une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Si on arrive à mettre en œuvre cette vision, on va pallier à ce qui nous a toujours manqué, ce manque de vision. Donc la combinaison de l'instabilité politique, de manque de vision, de mauvais leadership a fait que nous puissions nous retrouver dans la situation aujourd'hui d'être le pays le plus pauvre du monde, d'avoir les institutions les plus instables, de vivre l'insécurité et de ne pas savoir où nous allons aujourd'hui. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle. Vous avez quel apport à part l'expertise, évidemment? L'opinion vous découvre peut-être maintenant, mais la classe politique vous connaît depuis longtemps. La classe politique congolaise, bon, ça dépend de qui, mais ils me connaissent depuis très longtemps. Ils me connaissent surtout à cause de la réforme monétaire. Parce que j'ai eu un impact considérable sur mon pays en
réussissant à convaincre un chef d'État en poste à ne pas mettre ses photos sur les billets des banques. C'est une réalisation énorme. Parce que dans le passé, vous savez qu'on avait le Zaïre Money. Les photos du maréchal Mobutu étaient partout sur les billets de banque. Mais pour convaincre le président Mzee Laurent Désiré Kabila, il a fallu avoir le courage pour lui parler et lui expliquer ce qui était bien pour le pays et ce qui ne l'était pas. Alors, quelle est votre assise? Mon assise aujourd'hui, je voudrais dire, c'est le peuple congolais. Moi, je vais vous dire une chose, que les Congolais sont fatigués que leur pays soit à la traîne. Mais on ne vous connaît pas, on vous connaît pas encore. Mais vous savez, on s'est fait connaître comment? À travers des programmes comme celui-ci. Chaque jour que je passerai donc sur un programme de télévision, dans un programme de télévision, les Congolais me découvrent. Et chaque fois qu'ils me découvrent, ils disent, mais tiens, nous avons des Congolais de ce genre-là qui existent, qui sont intègres, qui sont éduqués, qui sont capables de pouvoir changer le destin de tout le monde. Et chaque fois qu'ils me découvrent, ils se rallient à la force du changement, qui est la plateforme que je préside. Est-ce que vous avez les moyens de faire la campagne électorale? Oui, j'aurai les moyens. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis un banquier. J'ai une façon... Non, j'ai des moyens. Je vais vous dire une chose. En tant que banquier, j'ai toujours pensé que quand on a un projet bancable, il est vendable facilement. Le projet que j'ai, qui est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, c'est un projet bancable. Je l'ai présenté samedi dernier à la Maison de France, au peuple congolais. Unanimement, les gens m'ont appelé, sont venus, ils ont même fait des commentaires donc, dans la salle pour dire voilà quelque chose qui peut transformer fondamentalement le destin de tout le monde. Alors, une fois que les gens découvrent ça, ils sont prêts. Ce matin, par exemple, j'ai eu des gens qui sont venus me donner de l'argent, qui ont cotisé de l'argent d'eux-mêmes. Mais au-delà de ça, la campagne électorale va prendre beaucoup d'argent. Je ne peux pas dévoiler ça, c'est un secret professionnel. Mais je vais vous dire qu'au-delà de cela, il y a des gens qui sont très riches et qui sont fatigués de voir le Congo sombrer dans la misère alors que nous avons toutes ces ressources naturelles et qui m'ont dit qu'ils vont mettre à ma disposition tous les moyens nécessaires pour faire la campagne. Et je vais vous dire que les gens vont être surpris parce qu'on va mener une véritable campagne où on aura des avions, où on aura donc des moyens de transport, où on aura du personnel au sol qui sera payé correctement et nous allons battre la campagne sur toute l'étendue de la République sans qu'il y ait donc de contraintes financières qui vont nous bloquer. Vous allez faire des levées de fonds? Ben, écoutez, on a déjà commencé à faire des levées de fonds. On va faire des levées de fonds de la part donc, du peuple congolais, ceux qui veulent, mais de la part aussi donc d'autres personnes du secteur privé qui voudraient voir que le Congo puisse être remis sur les rails pour créer des opportunités pour tous les Congolais, parce que les gens sont fatigués que malgré toutes les ressources naturelles que nous avons, comment un pays comme celui-ci ne sache pas ce qu'il fait? Comment un pays comme celui-ci ne puisse pas avoir du travail pour tout le monde? Je vous informe que 85% de la population active congolaise est au chômage. Allez juste dans la rue, vous allez voir tout le monde qui déambule dans la rue, c'est pas parce qu'ils veulent se promener pour rien. Justement, ils sont sans travail, comment vont-ils cotiser? Ils font ça. D'autant que la culture de la cotisation n'est pas congolaise. La culture de la cotisation n'est pas congolaise, comme on le dit, mais moi je crois dans le dynamisme de ce peuple congolais. Quand il y a une cause commune, les gens se mobilisent. Vous voyez par exemple, quand nous avons des deuils, tout le monde cotise malgré la pauvreté. Donc quand il y a une cause comme ci pour que le Congo puisse avoir un vrai leader qui puisse transformer fondamentalement la façon dont le Congo fonctionne, les gens vont mettre de l'argent. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui ont des moyens. Qui sont non seulement donc au Congo, mais également qui sont à l'étranger. Ces gens-là sont prêts à pouvoir soutenir la candidature de Noël Tchani à la présidence de la République. Alors votre vision, le plan Marshall, 800 milliards de dollars, 800 milliards, hein, c'est pas rien, sur 15 ans. Où allez-vous trouver les 800 milliards? Effectivement. Vous savez que le Congo est un pays très riche, potentiellement. Et je vais vous donner juste quelques chiffres pour vous donner une indication de la capacité de mobilisation des ressources que le Congo peut avoir. Le sous-sol congolais a 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. Les 800 milliards dont je parle représentent une petite fraction de cela. Deuxième élément, nous avons 120 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. On utilise à peine 5%. Nous avons 135 millions d'hectares de forêts. On utilise à peine 1% de cela. Des sources d'énergie renouvelables considérables. Avec toutes ces ressources naturelles-là, les gens sont prêts à pouvoir investir dans un candidat qui peut fondamentalement transformer les conditions de fonctionnement donc, de l'économie congolaise pour qu'il y ait des opportunités pour que ces entreprises du secteur privé puissent nous aider à transformer ces matières premières en produits semi-finis, produits finis à l'intérieur du Congo et créer des emplois pour tout le monde. Donc l'argent que je vais avoir pour pouvoir financer mon plan proviendrait de 3 sources. La première source, ce sont des revenus intérieurs, des ressources intérieures.
Ces ressources proviendraient de quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, ce n'est pas Noël Tchani simplement qui le dit. La corruption, elle est endémique. 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget de l'État. Cela veut dire c'est quoi? Ça veut dire que le budget de l'État ne représente que 15%. Donc, là où nous devons commencer à faire la bataille pour avoir des ressources pour financer le développement, c'est combattre la corruption intérieure. Et moi, je vais combattre la corruption intérieure. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été corrompu. Quand je dis que je vais combattre la corruption, je suis sérieux. Donc, tout celui qui est corrompu, il faut qu'il soit mis en garde. Parce qu'une fois que je suis dans le palais de la nation, vous êtes attrapé avec la corruption, il y aura le système de justice, bien sûr, qui va vous juger. Si on vous met donc à Makala, vous serez à Makala, personne ne va vous sortir de là. Mais quand vous sortez de là, vous ne pourrez plus occuper de fonctions publiques, vous ne pourrez plus soumissionner pour des marchés publics et vous ne pourrez même plus postuler pour des mandats électifs. Dans ces conditions-là, les gens vont réfléchir 2 fois avant d'être corrompus. Donc, de ce système-là de corruption, de lutte contre la corruption, nous allons récupérer 680 milliards de dollars sur 15 ans, qui reviendrait à peu près à 45,3 milliards de dollars par an. Au-delà de ça, maintenant, nous allons mobiliser 2 contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. J'ai maintenu le niveau actuel de ces contributions à 3 milliards de dollars. C'est ce que nous recevons aujourd'hui, bien que je sais qu'une fois qu'on a un bon leadership ici, ces bailleurs de fonds sont disposés à pouvoir mettre beaucoup plus d'argent que ce que nous avons. Troisième source de financement, nous allons mobiliser des investissements directs étrangers qui viendraient pourquoi? Lorsque le Congo aura un environnement de paix et de sécurité, lorsque le Congo aura un bon leadership, une bonne vision, mais un bon système de gouvernance, et en plus de cela, nous allons mettre en place un bon environnement des affaires pour attirer ces investisseurs étrangers. Donc la combinaison de ces éléments fera que nous allons mobiliser 680 milliards de dollars qui proviendraient des ressources intérieures en combattant la corruption, 45 milliards de dollars qui proviendraient des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et 75 milliards de dollars qui viendraient des investissements directs étrangers, totalisant 800 milliards de dollars sur 15 ans. Ce n'est pas parce que vous êtes directeur à la Banque mondiale que l'argent va tomber du ciel? Non, moi je crois que d'abord je voudrais clarifier que je suis ici pas en tant que staff de la banque, je suis ici simplement en tant que Congolais, je ne parle pas au nom de la banque. Mais le monde entier, c'est une chose. Le monde entier, c'est que le Congo, avec toutes les potentialités que nous avons, si nous avons un bon leadership, il y a beaucoup d'opportunités ici. Je vais vous donner l'exemple du Tchad. J'étais à Paris la semaine dernière. Le président Déby et son équipe, ils viennent de faire une table ronde sur le Tchad. Le Tchad, c'est un pays plus pauvre que la RDC parce que nous avons plus de ressources qu'eux. Ils ont présenté un plan cohérent de développement du pays qui va prendre 4 ans à être mis en œuvre. Vous savez, ils ont mobilisé combien? 20 milliards de dollars pour le Tchad, c'est-à-dire 5 milliards de dollars par an. Moi, dans mon plan, je prévois simplement 3 milliards de dollars de la part des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Le Tchad a mobilisé 5 milliards de dollars par an, totalisant 20 milliards donc sur 20 ans, 20 milliards donc sur 5 ans. Ce que ça veut dire, sur 4 ans, pardon. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que si nous faisons nos affaires correctement, la RDC est capable de mobiliser même plus que 800 milliards de dollars que j'anticipe pour la mise en œuvre de ce plan. Je n'ai pas voulu effrayer les gens avec des chiffres qui allaient au-delà de 800 milliards de dollars. Ce chiffre-là, il est très conservateur. C'est le minimum que nous puissions avoir pour transformer fondamentalement ce pays pour que l'économie tourne correctement, qu'on crée des infrastructures, des routes, des autoroutes, des aéroports, des écoles publiques, des hôpitaux publics, qu'on investisse dans la jeunesse. Je voudrais vous informer par exemple que quand je suis président de la République, je vais donner la bourse d'études à tous les étudiants sur toute l'étendue de la République. Les salaires des enseignants, des professeurs, des fonctionnaires vont être relevés considérablement. J'anticipe d'introduire le système des salaires minimum garantis qui permettrait à chaque Congolais qui travaille dans le public et dans le privé, dans ce pays, de gagner par mois au moins 1 000 $ par mois. Parce que j'estime que c'est ça qu'il faut pour que les gens puissent vivre correctement. Eh bien, que Dieu vous entende. J'ai pris le bon Dieu aussi. Vous savez que je suis un catholique pratiquant, donc je pense que Dieu va nous entendre. On va passer à l'affaire des passeports. Et c'est vraiment une question qui fâche. D'abord, en image, ce que la rédaction de B1 Télévision a concocté le week-end dernier après la publication du communiqué officiel du gouvernement annonçant justement l'invalidation des passeports semi-biométriques. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères reprenant la mesure invalidant les anciens passeports congolais semi-biométriques à partir du 16 octobre prochain. Les détenteurs de ce type de passeport ne seront plus autorisés à aller au-delà des frontières congolaises, tant à l'entrée qu'à la sortie. La décision a fait le buzz dans les réseaux sociaux. Surprise? Interrogation?
Indignation, colère, des avis des uns et des autres partagés. À l'opposition, on crie à l'escroquerie de tout un peuple. Nous déplorons cette manière de gérer la République. Vous savez qu'il est de principe qu'un passeport valide ne s'invalide que par l'expiration de son terme, ou en tout cas s'il est révélé qu'il a été obtenu par fraude. Et dans les cas d'espèce, les citoyens congolais que nous nous sommes procurés un passeport moyennant paiement. Et voilà que le gouvernement prend une mesure politique qui n'a pas de sens pour retirer le passeport en circulation. Mon analyse tend à comprendre qu'on est en train de régler des comptes à certains opposants, surtout ceux qui sont à l'étranger et même de l'intérieur. Vous savez, le cas de notre secrétaire général qui avait introduit une demande de passeport qui a été tout simplement confisqué, je dirais. Il a fait des mois pour obtenir les passeports. Je crois que c'est une bonne occasion pour eux de coincer certains opposants pour qu'ils n'aient pas leur passeport. Mais malheureusement, cette mesure qui vise quelques individus que les pouvoirs trouvent dangereux frappe en même temps des millions de Congolais qui sont concernés présentement. Nous décrions ça et nous trouvons illégitime cette mesure. Une décision prise, oui, mais qui à coup sûr devra connaître les amendements, soutient Makoloko Tambola, communicateur à la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, d'abord moi je le dis, je crois qu'il y aura des accommodements. Je ne crois pas qu'une décision qui soit prise par le gouvernement aille dans le sens de mettre en mal la situation de notre peuple, surtout en ce moment. Je suis convaincu qu'il y a des accommodements à faire, surtout en ce qui concerne des gens qui ont des passeports de cette nature en cours de validité. Et je suis certain qu'on laissera certains avec leur passeport jusqu'à l'échéance pour que le ministère des Affaires étrangères leur octroie d'autres passeports. Je ne crois pas que ça puisse aller dans le sens de mettre en mal la situation de notre peuple. La mesure serait susceptible de créer des tensions sociales selon Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile. Je crois que gouverner, c'est prévoir. Déjà, surprendre les Congolais et moi, sans les avoir sensibilisés, ça risque de paraître une décision catastrophique lorsqu'on voit la situation socio-économique de la République qui est presque explosive. Je pense qu'il fallait mettre un mécanisme de sensibilisation de l'opinion et progressivement aller jusqu'à obtenir cette décision finale. Et pourquoi pas ne pas le projeter d'ici fin de l'année pour que finalement tout le monde se mette en règle. Le brutaliser de cette manière, je crains fort que la tension soit en l'air parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation économique très précaire. Le communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères, signé par le vice-ministre de tutelle, est diversement interprété au sein de la classe politique et de la population qui attend de plus en plus d'explications. Nos passeports sont valides. C'est un sit-in ce matin devant le ministère des Affaires étrangères qui a été organisé par des Congolais qui sont venus s'insurger contre la nouvelle mesure du gouvernement. Mesure qui consiste à invalider et à retirer de la circulation les passeports semi-biométriques et qui ne seront plus valides à partir du 16 octobre prochain. Une décision que ne s'explique pas les manifestants. Ça, c'est le passeport de mon épouse. Il est valide jusqu'en 2019. La loi de fiscalité a interdit la double imposition dans les locaux. On ne peut pas payer une même taxe deux fois. Nous ne comprenons pas d'où vient cette motivation. D'autant plus qu'on connaît la misère de Congolais. Cette mesure est inopportune. Il faut évidemment renoncer à cela. Justifiant cette mesure dans un communiqué, le gouvernement s'expliquait au regard des textes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dont est membre la RDC, un texte qui stipulerait que les pays membres de l'OACI devraient adopter des mesures restrictives à l'encontre d'utilisateurs des passeports ne contenant pas de puce IMERP. C'est une fausse justification parce que lorsqu'on suit le communiqué du gouvernement pour se justifier, il dit que l'OACI a donné un délai pour que les pays passent des passeports semi-biométriques comme on veut bien passeport biométrique. C'est tout à fait faux. Il n'y a aucun pays, l'OACI n'a publié aucune date limite, aucun deadline pour ce passage-là. Aucun pays au monde ne refuse aujourd'hui le passeport congolais qui est en cours de circulation. Il n'y a aucun pays, il y a plusieurs pays en Afrique, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, il y a l'Inde qui utilise les mêmes passeports que nous utilisons aujourd'hui. Et donc le gouvernement ne peut pas prétendre au nom de l'OACI une mesure qui n'existe pas. Une décision qui continue à alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Entre-temps, les demandeurs de passeports ne cessent d'affluer aux installations du ministère des Affaires étrangères pour se procurer le passeport. Vous avez été également surpris par ce communiqué ?
Je suis très surpris, mais connaissant ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, vous savez qu'il y a eu déjà un scandale de passeport en République démocratique du Congo. On avait dénoncé, je crois que c'est l'agence Reuters qui avait dénoncé le coût exorbitant du passeport congolais et qui montrait que de 185 $ qu'on chargeait pour le passeport, il n'y a que très peu d'argent, environ 60 $ qui entraient dans les caisses de l'État. Donc il y a des intermédiaires congolais et des associés avec des firmes étrangères qui prennent avantage du peuple congolais pour pouvoir se faire de l'argent au détriment de la population. Alors, connaissant ce scandale-là, qui ne date même pas donc de 6 mois, je trouve que le gouvernement a été mal conseillé de tenter de remplacer ce passeport que nous avons aujourd'hui avec un nouveau passeport pour lequel la population appauvrie déjà doit pouvoir payer. Moi, je suggère ceci au gouvernement de la RDC. Soit on annule cette décision, mais si on estime que pour des raisons sécuritaires, on a des informations qui indiquent que les passeports existants sont compromis, il faudrait qu'on remplace chaque passeport détenu par un Congolais, mais qui est encore donc valable, par un nouveau passeport aux frais de l'État, pour que la population congolaise ne soit pas sacrifiée encore davantage. Et quand un député national dépose une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée, donc il faut s'attendre à quoi? Ce que je propose là, j'espère que c'est ça que les députés nationaux, s'ils sont véritablement des représentants du peuple congolais, j'espère que c'est ça qu'ils vont adopter comme position. Parce qu'il ne faut pas que chacun de nous Congolais paye le prix de la mégestion du pays par des gens au niveau le plus élevé de l'État. Donc le peuple congolais, tous ceux qui ont acheté le passeport et qui détiennent un passeport valable, il faut que ce passeport soit remplacé avec le nouveau passeport, mais aux frais du gouvernement congolais. C'est-à-dire que chacun de nous ne doit pas dépenser un seul centime pour arriver à acquérir un nouveau passeport. C'est à dater de ce 16 octobre, hein, c'est d'environ 4 semaines, un peu moins d'ailleurs, que les anciens passeports semi-biométriques encore en circulation n'auront plus cours légal sur tout le pays. C'est ce que dit ce communiqué. Alors, vous allez vous y prendre comment? Vous allez attendre? Je souhaiterais que la décision soit clarifiée entre les autorités, les parlements et consorts. Mais en attendant, je pense qu'il faut suspendre la mesure jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale. Et notamment, j'espère, ce que je propose donc sera retenu. Il ne faut pas qu'un Congolais dépense un seul centime pour acquérir un nouveau passeport. D'ailleurs, le coût du passeport doit être réexaminé. Lorsqu'il y a cette question orale déposée par un député de l'opposition, qu'on puisse non seulement statuer sur le fait qu'il y a des nouveaux passeports qu'on tente donc de mettre en circulation, mais qu'on puisse aussi examiner le coût réel du passeport congolais. D'autres pays ont des coûts de passeport donc, qui arrivent dans les environs de 30-40 $. Pourquoi au Congo, nous devons payer autant d'argent pour avoir un passeport? J'ai une grille ici, en Côte d'Ivoire et au Gabon, c'est environ 60 €. 60 € qui font environ 70 $, un peu plus de 70 $. En Mauritanie, c'est 75 €. Au Mali, 76. Burkina Faso, 76. Madagascar, 90. Cameroun, 114. Au Burundi, c'est 123. Et chez nous, on connaît le prix. Et le passeport le plus cher en Afrique, c'est au Tchad, avec 228 €. Oui, je pense que votre liste n'est pas exhaustive parce que je sais qu'il y a des pays... Ça, c'est les passeports les plus chers. Les plus chers. Au-delà de 50 €. Voilà, mais il faudrait aussi voir parce que l'élément du coût est fonction de... le coût total pour un détenteur du passeport dépend de plusieurs facteurs. Vous pouvez trouver un passeport, par exemple, qui coûte 50 €, mais dont la durée de validité est de 10 ans. Ça veut dire que c'est lui qui achète un passeport au Congo de 185 $, mais dont la durée de validité est simplement donc de 4 années ou de 5 années, il paye beaucoup plus cher parce que dans les 10 années, il sera obligé de pouvoir avoir le passeport 2 fois. Donc il va payer 185 multiplié par 2 pour couvrir la même durée de validité. Et à ces 185 $ officiels, il faut ajouter d'autres frais. D'autres frais consorts, donc le frais... Qui pour les uns vont jusqu'à 260 $ et d'autres encore à 300 $. Honnêtement, je vais vous dire une chose, que la mauvaise gouvernance d'un pays comme le nôtre coûte très cher à la population. C'est pour cela que j'invite le peuple congolais à au moins mettre un économiste à la tête de ce pays, à trouver quelqu'un qui puisse comprendre que ces chiffres-là, donc l'argent ne sort pas simplement comme ça, et que chaque chose qu'on fait coûte cher à la population, et si on ne fait pas attention, on pénalise la population qu'on est supposé servir. J'espère que vous serez entendu, donc les nouveaux passeports, mais aux frais de l'État.
Mise en place des élections, le calendrier, on l'attend toujours, et il y a cette controverse autour de ce que dit l'accord de la Saint-Sylvestre sur l'échéance des élections. Le week-end dernier, à la majorité présidentielle, le secrétaire général adjoint a convoqué la presse justement pour faire ce qu'il appelle une sorte de sensibilisation de cet accord dont il accuse les opposants de manipuler en fait. Nos compatriotes de la majorité présidentielle doivent savoir que chaque chose a son temps. Ils ont eu l'occasion de gérer ce pays pendant 16 ans. Et l'opposition n'a pas été associée donc à leur façon de gérer le pays. Nous avons des résultats aujourd'hui qui sont très clairs. Ces résultats sont lesquels? Nous sommes le pays le moins développé, l'un des moins développés de la planète. Nous avons le PIB par habitant les plus bas possibles, c'est-à-dire que nous avons une population qui est la plus paupérisée donc du monde. Et au-delà de ça, allez dans la ville et vous allez voir que les familles congolaises mangent une fois tous les 2 jours, n'ont pas de moyens pour vivre. Et vous allez trouver donc des grèves un peu partout, des fonctionnaires, les étudiants, les écoles sont fermées, le pays est bloqué. Avec ce mode de gestion, je considère qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse penser à une véritable alternance démocratique positive qui puisse transformer fondamentalement ce pays. Et la façon de le faire de façon pacifique, c'est d'aller aux élections. Donc trouver toutes les excuses que la majorité présidentielle donc, essaie de faire, moi je pense que c'est une perte de temps, c'est des crimes qu'ils commettent contre le peuple congolais parce que tôt ou tard, ça va leur retomber sur la figure. Je souhaiterais encore une fois de plus inviter tout le monde, et l'opposition et la majorité, à revenir à l'ordre constitutionnel pour que le pays puisse retrouver la sérénité. Et la façon de le faire, c'est que la Constitution ayant déjà été violée, nous avons aujourd'hui l'accord de la Saint-Sylvestre, il faut qu'on le mette en œuvre et il faut qu'on organise les élections dans les délais qui étaient convenus. Justement, sur l'accord de la Saint-Sylvestre, les violents ne s'accordent pas. À la majorité, on brandit la linéa 2 du chapitre 4, si je ne me trompe pas, qui dit que si les élections ne sont pas organisées à la fin de l'année, toutes les parties peuvent se mettre d'accord pour discuter d'un éventuel report. Chose non entendue justement à l'opposition où on dit s'il n'y a pas élection au 31 décembre, ce sera une transition, et une transition sans Joseph Kabila. Quelle est votre position à ce sujet? Ma position est très claire là-dessus. La Constitution de la République prévoit un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois. Le vrai mandat du président de la République, Kabila, Joseph Désiré Kabila, a expiré depuis le 19 décembre 2016. Il ne devait même plus être là aujourd'hui quand nous parlons. Ceux qui sont allés négocier lui ont donné un bonus donc d'un an, et il faudrait qu'à la fin de cette année, qu'il puisse purement et simplement partir en paix. Donc je considère qu'on ne doit pas lui accorder une journée de plus. Ce mandat sera terminé le 31 décembre de cette année. Si on organise une transition, ce sera une affaire entre Congolais, entre nous tous. Nous allons déterminer comment gérer le pays pendant la période de transition. Mais cette transition doit se faire non seulement sans Joseph Kabila, elle doit se faire sans les gens qui ont été responsables du blocage politique actuel. C'est-à-dire? Vous connaissez toutes ces personnes-là, parce que moi, je ne vis pas ici, je ne peux pas vous donner la liste. Puisque vous en parlez, puisque vous en parlez, c'est vous. Non, ce que je voudrais dire, c'est que je donne une question, c'est une question de principe général. Il faudra que nous puissions examiner les responsabilités de telle personne. Ça veut dire que vous faites allusion à ceux qui ont signé l'accord? Non, je ne fais pas allusion à ceux qui ont signé l'accord, parce qu'il y a des gens qui ont signé l'accord qui n'ont pas été responsables de la gestion du pays ou du blocage politique actuel. Mais il faut qu'on examine de façon sereine la responsabilité de chacune des personnes impliquées dans le processus pour déterminer qui a fait quel rôle pour que le pays soit bloqué jusqu'à ce jour. Quelle durée de transition? Je ne peux pas m'aventurer donc là-dessus. Je souhaite que la transition, s'il y en a encore, mon objectif sera encore qu'on ait les élections au plus tard le 31 décembre. Mais si on ne peut pas le faire et qu'on doit avoir une transition sans Joseph Kabila et sans ses complices qui n'ont pas permis au pays donc de pouvoir organiser les élections donc dans les délais, nous devrions nous retrouver pour examiner objectivement les conditions d'organisation des élections dans les meilleurs délais. Il ne faut pas se voiler la face. De façon transparente. Il ne faut pas se voiler la face. La perspective d'une transition se rapproche de plus en plus. On dit que gouverner, c'est prévoir. Il faut déjà savoir combien de temps la transition. Qui gérera cette transition?
Oui, d'abord, combien de temps? Je vais vous dire une chose que... Puisque vous dites que ce ne sera pas Joseph Kabila. Oui, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a des facteurs que je ne contrôle pas, notamment l'enrôlement des électeurs par la CENI. La CENI peut traîner les pieds, je ne sais pas pour combien de temps. L'enrôlement a été lancé dans les Kasaï, du moins dans les restes des zones, et il faut compter au moins 3 mois. Ça veut dire du 12 septembre au... On connaît comment la CENI fonctionne. Vous savez que non seulement qu'il a été lancé en retard au Kasaï, et pourquoi il a été lancé en retard au Kasaï? Parce qu'on a voulu créer des conditions d'insécurité pour empêcher que les élections puissent avoir lieu au Kasaï. Maintenant, ils ont été mis devant un fait accompli, ils ont reconnu qu'il faudrait organiser donc l'enrôlement là-bas. Je voudrais profiter de l'occasion pour appeler tous les peuples kassaïens, là où il y a l'enrôlement actuellement, à aller s'enrôler massivement. La raison étant que la pièce d'identité qui est délivrée, qui est donc la carte d'électeur, sert de pièce d'identité en même temps. Donc, allez vous enrôler pour avoir au moins cette pièce d'identité. Maintenant, l'enrôlement vous permettra aussi de participer au choix des futurs dirigeants. Vous ne devez pas être au centre de la République et ne pas participer à l'élection du futur président de la République ou de tous les autres dirigeants. Donc, allez vous enrôler massivement, amenez tout le monde, les cousins, les neveux, tout le monde puisse donc s'enrôler. Cela étant dit... Techniquement, il faut savoir que même si l'enrôlement se termine dans le Kasaï vers le 10 ou même le 13 décembre, parce qu'il faut compter 3 mois, de septembre à décembre, il restera la loi sur la répartition des sièges. Vous savez, toutes ces manœuvres... La loi sur les circonscriptions électorales. Toutes ces manœuvres... Étant donné que nous sommes passés de 11 à 26 provinces, nous n'avons plus les mêmes circonscriptions. Oui, toutes ces manœuvres, comme vous le savez, ont été savamment conçues pour retarder le processus électoral et permettre au régime actuel de se pérenniser au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas qu'on se voile donc la face. Alors, connaissant tout cela, j'estime qu'il va falloir qu'on détermine la responsabilité de tout un chacun dans tout ce qui nous est arrivé jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que je propose une transition sans Joseph Kabila, mais aussi sans les responsables du blocage politique actuel. Si Joseph Kabila n'est pas là, vous avez qui Nous sommes en tête? 87 millions de Congolais. Si on enlève Joseph Kabila et ses copains donc de la majorité présidentielle, il restera au moins encore 87 millions ou 86 millions de Congolais, plus quelques change, comme on dit. C'est pas tout le monde qui a envie de gérer la transition. Moi, je proposerais ceci. Ne faites pas la langue de bois. On sait qu'il y a des noms qui sont cités pour gérer la transition. Docteur Denis Mukwege, par exemple. Je ne me prononce pas sur les noms des personnes parce que ça n'engage que ceux qui les citent. Mais moi, je proposerais une transition qui serait gérée par quelqu'un qui n'a jamais exercé de fonctions politiques en République démocratique du Congo, qui serait un technocrate, qui aurait une vision de développement très claire pour le pays, non seulement pendant la transition, mais après aussi donc J'allais dire, suivez mon regard. Non, j'arrive. Je ne parle pas de moi personnellement. J'ai dit simplement question de principe. Quand on adopte les principes, on pourrait maintenant examiner parmi toutes les potentialités congolaises de ressources humaines qui remplit donc ces critères-là. Moi, je pense que nous devons aller par principe plutôt que commencer par des individus et tailler le tout sur mesure. Noël Chani, Modian Vita, merci beaucoup d'être passé dans ce débriefing qui se termine ici. Il est fonctionnaire de la Banque mondiale à Washington, ancien représentant de la Banque mondiale au Tchad, président de la Force du Changement. C'est une plateforme d'opposition, candidat président de la République. Et sa vision, ça s'appelle le plan Marshall de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci à vous également de nous avoir suivis de partout dans le monde. En rediffusion demain, 7h15 sur Canal+, et sur le B1 local, c'est tout à l'heure à 21h15, et vendredi matin également à 7h15. À la semaine prochaine, mais on ne va pas se quitter sans mon sympathique selfie. Voulez-vous qu'on se fasse un selfie Certainement. Pour mes archives? Alors, on est sur quelle caméra? Minute. Voilà, regardez par ici s'il vous plaît. Blaise, tu as tout le monde là? Une seconde. Voilà. Merci.